Donc, bonjour tout le monde, moi c'est David Alexandre. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation qui est faite dans le cadre de mon doctorat, qui est supervisée par les professeurs Jocelyn Bouchard et Éric Poulain. Donc, tout d'abord, beaucoup de monde ici sait que la commission et les procédés de séparation sont de plus en plus difficiles. Ça, c'est dû aux lithologies qui sont de plus en plus complexes. Donc, qu'est-ce que la commission première des choses? C'est en fait l'action de briser en plus petites particules une grosse particule, puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va libérer les particules. Si on prend par exemple la particule verte, qui est le minéral de valeur, et la gangue en rouge, plus on fait des fractures, puis plus on va libérer, donc dissocier le minéral de valeur. Puis pourquoi on s'intéresse à la libération? En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est un très bon indicateur du broyage. Par exemple, ici, on n'est pas assez libéré, donc on n'est pas assez broyé. Puis ici, on est surbroyé parce qu'on était déjà libéré avant. Donc, perte d'argent et perte de temps. Et c'est également, la libération va également grandement influencer les procédés de séparation qui vont suivre le broyage. Donc, une analyse de libération, ça ressemble à ça. C'est une belle image que chaque couleur de pixel équivaut à un minéraux différent. C'est traditionnellement mesuré par la microscopie électronique à balayage jumelée à l'ETX. Ça a une très haute résolution. Par contre, il y a souvent quelques semaines de délai entre l'échantillonnage et la mesure. Ça ne permet pas un contrôle direct sur l'opération. Ça permet juste de dire, telle journée, il y avait tel problème pour telle minéralogie ou problème de libération. Donc, ce n'est pas pratique de ce niveau-là. Donc, l'industrie porte son attention vers le LIBS, qui va avoir une résolution qui est plus grossière, mais des mesures beaucoup plus fréquentes. On parle de quelques fois par jour au lieu d'une fois, par exemple, ou quelques mois. Donc, on va avoir une fréquence beaucoup plus rapide. Si on regarde sur une particule en particulier, à gauche, le LIBS, on va voir qu'il y a beaucoup plus gros pixels, donc une résolution qui est beaucoup plus grossière. Puis à droite, on a le MEB que c'est plus fin. Ça passe sur une très grosse particule pour le traitement de minerais. Donc, ce serait vraiment appliqué pour des petites particules. Par exemple, une particule de 150 microns, il pourrait avoir 3 pixels pour le LIBS, il pourrait en avoir des milliers pour le MEB. Il y a une certaine perte d'informations à ce niveau-là. Puis, je ne sais pas pour vous, ces images-là, côté libération, ne me donnent pas beaucoup d'informations. J'utilise cette façon-là de montrer mes résultats. Par exemple, à gauche, on aurait le LIBS. Si on prend une particule de 112,5 microns, la fraction des particules de 112,5 microns et qui sont libérées, on aurait 40 des particules qui se trouvent dans cette zone-là. C'est comme ça qu'on fait des lectures de ces figures-là. J'aimerais porter votre attention particulièrement sur la résolution du LIBS ici, comparativement à celle du MEB. Le LIBS, par exemple, on pourrait se rendre à seulement 112,5 microns, tandis que le MEB, jusqu'à 12,5, et il y a beaucoup de particules qui se trouvent dans cette zone-là. Comme on peut voir pour le MEB, par exemple, il y en a une trentaine de pourcents. Donc, beaucoup de perte d'informations à ce niveau-là et de compression. Le LIBS peut lire des particules, par exemple, à 50 microns. Par contre, ça va être beaucoup plus bruité que le MEB, mais on ne peut pas dire que c'est une particule de 50 microns. On peut juste dire que c'est en bas de 112,5 microns, on est à tel niveau de libération et c'est très bruité. Donc, ça cause problématique. Si on regarde les courbes cinétiques de flottation, par exemple, à droite, on a la constante cinétique de flottation en fonction de la taille des particules et du niveau de libération. Puis on voit que la plage optimale est plus petite que la plage de lecture du LIBS. Donc, on a toute la plage optimale, en fait, de séparation, on ne la voit pas avec le LIBS. On la voit de façon compressée, en fait. Fait que ça cause problème. Fait que on serait capable d'aller chercher, en fait, la haute résolution du LIBS, la haute résolution du MEB et la haute fréquence du LIBS? Eh bien, oui, en fait, avec la réconciliation des données. En gros, qu'est-ce que la réconciliation? Si on va avoir un conflit entre des mesures. Par exemple, la mesure MEB et LIBS ne vont pas donner la même valeur. Fait qu'on a un conflit entre les mesures et avec des modèles de conservation de la masse. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il faut tout le temps respecter ces lois-là. Puis la réconciliation, en fait, ce qu'elle va faire, c'est reconstruire des nouvelles mesures à partir de ces données-là et du modèle de conservation, des modèles de conservation pour avoir des mesures qui vont tout respecter et résoudre le conflit. On peut voir ça comme une sorte de moyenne pondérée, en fait, avec des contraintes. Donc, la méthodologie que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être des travaux en simulation. Puis je vais utiliser 3 cas également. Le premier cas, ça va être juste la réconciliation avec MEB et LIBS. Le second cas, ça va être la réconciliation MEB-LIBS avec un modèle de prédiction. Et finalement, ça va être de la réconciliation dans le temps avec des variations temporelles. Par contre, il ne sera pas traité aujourd'hui par manque de temps et
par le niveau de complexité que ça aurait pour le peu de temps que j'ai. Donc, pour le premier cas, les mesures reconstruites, comme j'ai dit, vont dépendre des mesures LIBS et MEB et de la pondération qu'on va donner aussi aux LIBS et aux MEB. Par exemple, comme le MEB est plus précis, bien, on va avoir plus confiance aux résultats qu'il va nous donner que le LIBS. Fait qu'on va plus pencher vers les données du MEB quand on va reconstruire nos données. Puis on va avoir également les contraintes des modèles de conservation de la masse. Si on regarde à droite, les mesures reconstruites vont être très près des mesures du MEB en vert, jaune et rouge. Les mesures reconstruites, c'est les bords noirs en plein milieu. Donc, c'est vraiment des résultats qui sont prometteurs. Donc, on veut plus pousser, par exemple, vers le K2. Par contre, tantôt, j'ai parlé d'une sorte de moyenne pondérée. On n'a pas ces données-là avec le LIBS. Fait que c'est une moyenne d'une valeur, en fait, c'est pas une moyenne, c'est juste une valeur. Fait qu'il n'est pas possible de reconstruire l'information pour les particules fines. Donc, d'où l'importance du K2 avec l'ajout du modèle de prédiction de la libération. C'est un modèle qui est calibré sur les données du MEB. Donc, il va aller chercher une résolution qui est beaucoup plus fine que le LIBS, par exemple. Donc, on va avoir notre redondance, c'est-à-dire plusieurs données qu'on va pouvoir reconstruire, en fait. Puis on voit également, avec les barres noires vont être le modèle par rapport aux données du MEB, qui sont très près des mesures MEB. Donc, c'est un modèle qui est très performant puis qui permet d'ajouter de l'information aux particules fines. Donc, si on revient à notre figure précédente, le K2, la seule différence, ça va être l'ajout du modèle de libération en contrainte. Par contre, le modèle il est calibré sur une mesure imparfaite, puis il est imparfait également. Donc, on va le mettre en contrainte souple. Ce ne sera pas une contrainte qu'il faut absolument respecter. Il y a un certain jeu qu'on va pouvoir avoir avec. Fait que c'est ça. En fait, au final, c'est comme si tu ajoutais une valeur, une des mesures. Donc, maintenant, pour le K2, comme j'ai dit, on a encore les mesures LIBS, les mesures MEB, la pondération du LIBS, la pondération du MEB. Puis, il va y avoir les contraintes de conservation de la masse et la contrainte souple du modèle de libération. Les niveaux de confiance, ça va être comme suit. Microscopie électronique, on va avoir plus confiance qu'aux données du modèle, qui, eux, vont être plus pondérantes que les données du LIBS. Puis on fait ça pour ajouter de l'information aux particules fines pour pouvoir reconstruire les classes fines qui nous intéressent pour, par exemple, la flottation. Si on regarde encore une fois, les mesures reconstruites par rapport aux données MEB qui sont en vert, jaune, rouge, les données reconstruites sont très près des données du MEB. On est capable d'avoir une belle reconstruction. Cependant, les cas 1 et 2 ne sont pas très réalistes. Comme je dis au tout début, le LIBS, son avantage, c'est pas sa résolution, c'est sa haute fréquence. Le fait qu'on peut avoir beaucoup de mesures rapidement, puis qui sont moins coûteuses, par exemple, que le MEB. Donc, il y a un avantage à avoir beaucoup de mesures avec le LIBS. Tous les cas que j'ai présentés, c'est qu'ils considèrent une mesure LIBS, une mesure MEB, ce qui n'est pas... Une mesure LIBS, une mesure MEB, puis un calibrage de modèle, par exemple, ce qui n'est pas réaliste dans la vie, parce que tant qu'à ça, tu ne prendrais juste pas de LIBS. Fait qu'un cas qui serait réaliste, ce serait mon cas 3 que je ne présenterai pas en détail. Ce serait, avec les variations en fait quotidiennes, ça va faire varier la libération dans une usine. Puis qu'est-ce qu'on ferait pour voir les variations? Ça serait prendre, par exemple, une mesure MEB, au temps 0, puis à chaque mois. Puis les mesures LIBS, il y en aurait à tous les jours, plusieurs fois par jour, ce qui permettrait de voir les variations de la libération. Et à chaque mois, par exemple, de se replacer correctement, voir que l'information est bien reconstruite avec le MEB. C'est ça. Là, je ne rentre pas beaucoup en détail aujourd'hui. Par contre, s'il y a du monde qui ont des questions, commentaires, suggestions, qui s'intéressent à ça, vous pouvez m'écrire par courriel ou par le genre d'interface de Québec Mine où c'est qu'on peut poser des questions à des gens. Donc maintenant, en conclusion, le LIBS et le MEB ont leurs avantages et inconvénients. Puis avec une utilisation conjointe, on pourrait avoir des mesures qui seraient fréquentes, avec une certaine rapidité, et très précises également, qui permettraient de faire de l'optimisation et du contrôle de procédés minéralogiques par la suite. Et comme j'ai dit, les cas 1 et 2 ne sont pas trop réalistes, même si on a des résultats très intéressants. Ce serait le cas 3 qui irait chercher tout le plein potentiel du LIBS, qui est de la haute fréquence au final.
Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mon adresse courriel est là si jamais vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations pour le cas 3.